Bonjour et bienvenue dans un nouveau épisode de Messages à caractère informatique. Épisode numéro 124 déjà. Waouh! Nous sommes le 18 décembre 2024 et aujourd'hui je suis accompagné de 4 personnes merveilleuses, c'est-à-dire de Mathieu Anslan. Bonjour Mathieu. Bonjour. Daria Kendrick. Bonjour Daria. Bonjour. Sébastien Allemand, bonjour Sébastien, et merci d'être présent à la dernière minute aujourd'hui. Bonjour. Et Anis Nielsen, bonjour Anis. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Bon comme d'habitude, on va commencer par un petit tour de table. Je commence, Horacio González, espagnol perdu en Bretagne. Je m'occupe de DevRel chez Clever Cloud et j'ai tendance à m'occuper aussi d'animer les massifs, mais... Allez, dans l'ordre inverse. Anis, qui tu es? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Raconte-nous. Je suis Anis Nielsen, je travaille pour Clever Cloud, je suis SRE, éventuellement je fais pas mal de GitLab pour Clever Cloud, je m'occupe de certains clients custom, et accessoirement j'assiste d'autres gens derrière, dans une super team qui s'appelle la type Infra. Voilà. Ok. T'as besoin d'en savoir plus? Parfait. Tu veux plus de détails sur ma vie? Non, on verra au fur et à mesure. Ah bah non, quand même, on va garder un peu ces détails pour un autre épisode, quoi. D'accord, un peu plus de suspense, ça marche. Sébastien, qui tu es? Alors, bonjour, je m'appelle Sébastien et ces derniers temps, j'ai pas mal bossé avec Mathieu, qui est ici, autour de l'add-on Otoroshi. Je m'occupe d'autres add-ons comme Keycloak, Metabase, et il y en a plein d'autres en préparation. En ce moment de Clever C'est Cloud. ça. Exactement, voilà. Il est le responsable de qu'on a plein de nouveautés à présenter ces derniers temps. Bravo, Ico. Ouais, David Legrand me court un peu après en ce moment en me disant il est où le changelog, quoi. Mais sinon c'est génial. C'est top. Daria, qui tu es? Bonjour, je m'appelle Daria Kendrick, ukrainienne perdue en Bretagne du coup, et j'occupe le poste de Project Management Certification chez Clever Cloud. Donc je gère l'ensemble des certifications. Je pense qu'on va voir ça en détail un peu plus tard. Parce que c'est super intéressant. Merci. Et Mathieu, notre invité externe d'aujourd'hui. Mathieu, pour ceux qui n'ont pas écouté les streaming tweets qu'on a enregistrés, qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc, bonjour, donc je m'appelle Mathieu Ancelin, je suis développeur chez Serly et je suis également le CTO et cofondateur de Cloud Appim, où en fait on fait globalement de l'API Management as a Service à travers un produit génial qui s'appelle Otoroshi. Et on va y revenir. Mais pour l'instant, je voudrais revenir vers ce que Daria nous a dit. Alors, Daria, tu t'occupes de certification chez Clever. Tu peux nous raconter un peu plus qu'est-ce que c'est ton boulot, qu'est-ce que c'est ce truc-là de certification et pourquoi c'est un truc auquel les devs devraient s'intéresser un peu plus en général? Les certifications, c'est un document avec l'ensemble des exigences à laquelle on répond pour obtenir un petit rondelle comme ça sur nos sites pour dire qu'on est conforme, mais pas que, parce que ça apporte vraiment beaucoup de choses intéressantes en interne, organisationnellement et économiquement parlant aussi. Donc notamment, c'est aussi sur la demande de marché. Bien sûr, pour des raisons concurrentielles, pas que nationales, mais internationales aussi. Et aujourd'hui, on va dire, nous, on a commencé par les certifications basiques, on va dire, comme ISO 9001. Donc ça, c'est certification de système de management de qualité. Donc globalement, on essaie de construire en interne un système de management avec les pilotes. On analyse, on regarde c'est quoi nos processus, on voit qui pilote de chaque processus, et après avec chaque pilote, on regarde c'est quoi les KPI pour évaluer si ça marche bien ou pas. Donc l'idée, c'est améliorer, c'est amélioration continue. On va dire comme ça en 2 mots, que ça apporte beaucoup parce qu'on essaie d'apprendre sur nos erreurs. On analyse et on apprend sur nos erreurs. Donc après, une couche par-dessus, ça arrive ISO 27001.
Donc ça, c'est la certification sur le système de management de sécurité informatique. Donc là, on va construire un système de management SI qui va intégrer, nous, on est parti d'idée à intégrer toutes les certifications dans une seule système de management, parce que c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire, on a les mêmes processus, les mêmes pilotes, les mêmes gens, à peu près, qui travaillent dessus. Et voilà, et ISO 27001, c'est un petit peu plus complexe, parce qu'il y a, pour le coup, beaucoup des exigences, et on essaie de répondre à un mode checklist, on va dire, il faut avoir un antivirus en face. Je vais lire cette exigence, je vais aller voir notre équipe sécu en froid et dire et il nous faut firewall et il nous faut antivirus, vous vous démerdez. Bon, ça se passe pas comme ça. On essaye vraiment en fait, on essaie d'adapter les certifications à nous, à nos processus en interne, à notre un petit peu culture d'entreprise, et pas s'adapter à quelque chose qui est un petit peu rigide quand même. Et ISO 27001, c'est une certification qui permet cette flexibilité. Donc, ça se passe beaucoup par aller voir les gens, discuter sur les solutions, comment on implémente telle ou telle solution, etc. Et après, donc voilà, moi, j'occupe de toute cette partie organisation, suivi, créer des issues, relancer les gens, et aussi une grosse partie de rédaction documentaire. On est un peu plus de 150 documents rédigés et maintenus tous les ans à minima. Oui. Et maintenir, c'est ça qui est parce que rédiger, c'est un truc, mais devoir maintenir et garder à jour, c'est... C'est-à-dire, par exemple, si on a matrice d'accès, quelqu'un dit j'ai eu besoin de cet accès-là, je le regarde et je vais mettre à jour le document et je vais mettre la version de document à jour, etc. Bon, ça, c'est un petit exemple, mais voilà. Et donc, c'est un peu le travail quotidien. Et donc et après c'est moi avec l'équipe du coup Cédric, Stan, en fait notre petite équipe de management et de sécu qu'on va passer les audits internes d'abord et puis audits des certifications de suivi. Donc c'est aussi une grande étape de préparation. Voilà, documenter et pouvoir aussi expliquer ça à l'auditeur qu'on connaît bien. Donc ça demande de la fluidité et expérience. Et la certification, une fois que tu l'as jamais ou tu dois la renouveler ensuite? Comment ça se passe ça? Alors non, certification, c'est tous les ans, il faut faire un audit de suivi. Donc c'est une erreur que certaines entreprises peuvent faire. J'en ai eu un peu des connaissances. On va dire qu'ils recrutent un CDD, quelqu'un qui va mettre en place un système de management ou un intérim. Et après, une fois ils ont passé certification, la personne part. Sauf, il faut le maintenir. Et c'est beaucoup plus simple d'obtenir première certification que la maintenir après, parce que les auditeurs deviennent un peu plus exigeants. Ils laissent pas passer des petites bricoles par-ci par-là. Donc il faut toujours une personne, ça a un coût pour l'entreprise, c'est ça, il faut pas sous-estimer, ça a un coût, une personne à plein temps de préférence, ou voilà, c'est mieux côté on est très très bien loti parce que il y a le côté organisationnel, moi, et documentaire, et puis il y a une autre personne, Stan, qu'on travaille en binôme, il est plus côté tech, sécu, donc franchement c'est un binôme parfait, je trouve, pour mettre en place ça. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres certifications comme ça que tu penses que c'est intéressant? Oye, je vais te demander un de ces quatre que tu fasses une séance plus longue nous parlant de tout ça, mais voilà. Il y a beaucoup de choses à dire. ISO 27001. Tu peux nous parler brièvement d'autres certifications qui puissent être intéressantes pour des développeurs? Oui, parce que c'est vrai que si on pourrait prendre un peu plus de temps la prochaine fois à dire qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise, c'est vraiment bien, parce que là j'ai juste dit, on va dire, des choses crues. Voilà, aujourd'hui on survole, voilà. Et sinon, nous on a pareil, on a intégré par exemple certification HDS, donc hébergement de données de santé. C'est une certification obligatoire qui est régie par le code de santé si on voudrait héberger les données de santé. Donc voilà, pour le coup, les ISO qu'on était mentionnés, c'est vraiment volontaire, c'est une démarche volontaire, tandis que HDS, si on veut un client avec des données santé, on est obligé de passer ça. Donc voilà, c'est cette certification qu'on a intégrée, et sinon d'autres à l'horizon qui peuvent être intéressants pour, par exemple, cloud provider ou d'autres entreprises à IT. Il y a le fameux Secnum Cloud, bien sûr, qui est une certification.
c'est un gros pavé et ça implique quand même, c'est un petit peu aussi le côté souverain, c'est GNU Cloud. C'est vraiment adapté, on va dire, à problématiques face à l'infogérance étrangère, etc. Donc c'est un gros outil, pas que interne de sécurité, mais politique aussi, bien. Bon, bien ou pas bien, après c'est très subjectif. Et sinon, d'autres certifications européennes qui vont être transmises dans la réglementation française à partir de, on va dire, elle était depuis 17 octobre, je parle de fameux NIS 2, DORA et CERA, voilà. Donc ce sont des réglementations qui vont être obligatoires à partir de début d'année, on va dire les premières sanctions. Si vous n'êtes pas conforme, c'est en 2027. Donc on a le temps. Et globalement, je pense... En même temps, pas autant de temps, quoi. C'est ça. En fait, les entreprises qui ont déjà travaillé un petit peu tout ce processus organisationnel, d'analyse de risque, de gestion d'incidents, etc., ça va être beaucoup plus simple de les mettre en place, les nouvelles réglementations, puisque NIS 2, clairement, c'est beaucoup concentré sur pouvoir gérer l'incident, pouvoir communiquer, impliquer la direction, voilà, une petite liste de documentation. C'est vraiment la cyber-résilience. DORA, par exemple, ça concerne uniquement les établissements financiers, assurances, etc., ou crypto-monnaies. Mais si vous avez un client de ce domaine-là, ce serait bien d'intégrer dans les processus contractuels des clauses spécifiques qui sont demandées à vos clients par DORA et aussi pouvoir, voilà, c'est une sorte de checklist juridique plutôt, voilà, d'un processus client. Et quand tu dis que c'est vont être obligatoires, ça veut dire qu'aujourd'hui, des gens qui ne se sont pas intéressés à ISO 9001 ou 27001 parce que c'était volontaire, ils vont quand même être confrontés à des certifications qui vont être obligatoires et qu'il va falloir passer. Oui. Ok, donc ça change quand même les choses énormément pour beaucoup d'entreprises, j'imagine. Oui, c'est ça. Ça demande un coût, une organisation, peut-être une personne de plus, peut-être voilà, juste pouvoir trouver du temps à s'en occuper parce que déjà 245 pages à lire, c'est pas évident. C'est comme une norme, c'est pas un langage, c'est pas un Witcher, je veux dire, à lire. Ça demande du temps à l'analyser, à voir qu'est-ce qui est appliqué chez nous. Voilà, en gros, moi j'ai fait toujours un checklist, une phrase, si ça demande quelque chose en face, est-ce qu'on l'a implémenté ou non, et comment on peut le faire, ça demande du temps. Et ça demande aussi l'implication de beaucoup d'autres gens. Donc il faut savoir communiquer, faire accepter les autres gens, s'adapter à leur temps, à leur charge de travail. Et c'est vraiment assez engageant. Donc attention. Wow, je trouve ça super passionnant. On va faire je te propose, on fera ça le début d'année prochaine, un petit vidéo de streaming un peu plus long dans lequel tu nous parles de tout ça en détail, mais déjà merci de nous présenter tout ça aujourd'hui. Merci à vous. On va partir donc sur les côtés news et on va commencer. Merci à toi, Daria. On va commencer avec le côté un peu chauvin, avec les news Clever Cloud. Bon, les news Clever Cloud et des news Cloud APIM, parce que, comme Mathieu nous disait tout à l'heure, on a un nouvel add-on dans le catalogue Clever Cloud, un add-on Otoroshi qui a été fait en partenariat avec Cloud APIM et Mathieu. Donc, Mathieu, je te laisse l'honneur. Tu peux nous parler un petit peu? Spoiler, si vous avez vu le streaming, vous connaissez déjà ce qu'on va dire, sinon on vous laisse l'adresse pour aller plus loin. Ouais, c'est ça. Du coup, donc du coup maintenant, il est possible, effectivement, dans la console Clever Cloud, de créer des add-ons, enfin des instances d'Otoroshi en fait en tant qu'add-on. Donc en fait, Otoroshi, c'est un projet open source, c'est en fait un reverse proxy HTTP qui fournit toute une grosse toolbox pour faire plein d'autres choses au-dessus du reverse proxy. Notamment, on peut faire de l'API management, on peut rajouter de l'authentification sur des applis web. Genre, même si l'appli n'a pas été conçue pour ça, on peut faire du Web Application Firewall, on peut exécuter du WASM, on peut faire des interactions un peu poussées avec des API de LLM. Bref, on peut faire tout un tas de choses et je vous invite fortement à
aller voir tout ce qu'on peut faire avec Autoroshi. C'est absolument génial. On a passé une petite heure tout à l'heure à les montrer. Il y a des démos bien sympas, mais déjà, toutes ces parties-là, tu parles de l'intégration LLM. Tu peux donner un peu plus de détails sur ces parties-là, parce que dans les massifs, on aime bien ces derniers temps parler d'IA, et une des choses qui en général ressort, c'est que la plupart des développeurs utilisent d'une façon ou d'une autre des LLM aujourd'hui, mais presque tout le monde le fait façon Shadow IT. Parce que chacun a son LLM favori, certains ont des abonnements, des clés d'API, et du coup, c'est fait, mais de façon, à mon expérience, assez anarchique. Je ne sais pas, par exemple, vous, Sébastien, Anis, vous utilisez des LLM dans votre boulot, dans votre vie quotidienne? Oui. Daria, vous utilisez? Oui, mais parcimonieusement pour l'instant. Ouais. Petit tour de table. Quel LLM vous utilisez et pourquoi, si vous pouvez, il voulait dire. Daria, tu commences. J'utilise le chat GPT. Mais bien sûr LLM, oui. J'ai testé Perplexity et à un moment donné je l'utilisais et puis j'ai vu que Perplexity elle a quand même des réponses un peu bizarres. Donc voilà, je suis retournée chez ChatGPT et dans mon travail j'utilise énormément pour analyser quantité de docs. Voilà, au moins faire premier draft. Je le lance un article. Scientifique, je regarde, je dis explique-moi vite fait, résume si ça m'intéresse, je vais lire. Pour rédiger les docs, je lui demande de rédiger au moins un corpus et après voilà j'ajuste. Je l'utilise vu que je suis pas tech de base tous les jours. Qu'est-ce que c'est? Explique-moi. Explique-moi de quoi on me parle. Autoroshi. Même je crois LLM, déjà j'ai tapé qu'est-ce que c'est LLM dans ChatGPT. Donc il était. Je crois que c'est la première chose que la plupart des monde tape en effet. En tout cas c'est la première démo de Mathieu. Ouais. Seb, voilà. Toi tu utilises? Alors moi je l'utilise essentiellement pour parcourir de la doc quand j'ai beaucoup de documentation. C'est un peu une running gag que j'ai eu récemment avec Mathieu sur quelques types en Scala par exemple. En fait l'API qui est construit au-dessus d'Autoroshi est en Scala, comme pas mal de choses à Clever et c'est très bien. Mais il y a certains points sur lesquels j'avais besoin de parcourir de la doc assez rapidement et c'est vrai que là pour le coup OpenAI va très très vite pour faire ça quoi. Voilà, c'est un vrai compagnon. Et sur certains sujets, je trouve qu'il est bien en tant que canard. Au lieu de parler à quelqu'un en physique, en fait, je trouve qu'il y a un use case où on peut l'utiliser pour discuter avec soi-même, en fait, et les contextes de réflexion se récupèrent et on arrive à avoir des vraies pistes de réflexion. Bien sûr, ça, comme toujours, ça a une limitation et il faut faire gaffe à ce qu'on a en réponse. Donc, il faut être alerte et savoir que c'est fortement biaisé. Voilà. Voilà. Donc attention à faire ça. Et il faut le faire en connaissance de cause. Quoi. Voilà. C'est clair. Et toi, Anis, tu utilises ou pas du tout? Je l'utilise parcimonieusement. J'essaye de pas trop l'utiliser en vérité parce que je suis un peu, moi, je suis vieille école. J'aime bien suer avant sur les sujets. Mais vraiment, quand c'est dans le dernier carat, je vais quand même aller poser une petite question. Généralement, mon go-to c'est ChatGPT parce que je me prends pas pour la tête. Par contre, dernièrement, je l'utilise de plus en plus comme un assistant de debug aussi. Quand t'as 3000 lignes, tu te prends la tête. Il y a un petit problème quelque part. Il te repère très vite là où il y a un petit souci peut-être de syntaxe, des trucs comme ça. Et Grok, j'ai commencé à y tripoter depuis 3-4 jours parce que je crois que Twitter l'a ouvert à tout le monde. Et j'attendais depuis longtemps. Tiens, on en parlera tout à l'heure de mon news parce que c'est une grande news en effet. Ouais. Bah ouais, avant c'était payant je crois. Enfin, j'ai pas vraiment suivi, j'ai suivi de loin. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est de poncer voir un peu parce que Elon nous le vend comme l'AI de la vérité. Et j'aimerais bien savoir ce qu'il veut dire par là en fait derrière. Donc, en fait c'est simple. La vérité, il répète la même chose pour que toi tu l'apprennes en fait. Ça marche comme ça la vérité. On va parler de ça tout à l'heure. Il y a des choses à dire. Donc voilà, on utilise tout. Moi, j'utilise beaucoup ChatGPT. J'utilise aussi un peu Gemini de Google et pour les mêmes utilisations que vous. Et aussi des fois,
quand je m'attaque à un projet que je ne connais pas, un projet open source, et fait dans des langages que je ne maîtrise peut-être pas énormément, pour m'aider à comprendre les codes. Et je trouve que ça, il le fait très bien. Autant quand je génère des codes, des fois c'est cool, des fois pas trop, mais comprendre des codes et m'expliquer, alors ces fonctions-là, qu'est-ce qu'elles font? Des fonctions qui ont des noms pas trop explicites, ils se débrouillent plutôt pas mal et je trouve que ça m'aide énormément à comprendre aussi. Je fais ça sur des trucs en Go que j'aime bien, mais que je ne suis pas aussi à l'aise que Java ou JavaScript. Et, tiens, et ça me fait gagner du temps. Je suis d'accord, moi aussi, ça me permet de... Excuse-moi. Oui. Ouais, je disais, tu as déjà essayé de prendre du code qui est issu d'un repo open source et essayer de le transcrire dans un autre langage pour le comprendre et essayer d'itérer en réflexion dessus. J'ai jamais essayé et en fait, vu que tu le dis, je me dis que ça pourrait être un case d'utilisation, quoi. Je pense que c'est le type de choses qui marchent plutôt bien. Et donc, mais pour revenir à ce qu'on disait, on utilise tous des LLM, de différents LLM, et tous de façon différente, et tous pour des besoins professionnels, mais c'est un mode purement Shadow IT. Et donc, carrément, Mathieu, comment est-ce que Autoroshi peut nous aider, et Autoroshi sur Clever Cloud peut nous aider à ça? Et Daria, attends un instant, Mathieu, Daria, tu voulais dire quelque chose, pardon? Je disais, et on est d'accord, et on est d'accord qu'à la fin de la question, on dit merci beaucoup au cas où c'est l'IA et prend le pouvoir. Toi aussi. On était des bons élèves. Il n'est pas C'est une autre chose que j'aimerais bien parler. J'ai fait un petit sondage sur Twitter l'autre jour sur comment on s'adresse aux IA, mais on parle juste après. Donc Mathieu, qu'est-ce que Autoroshi peut faire? Ouais, du coup, l'extension LLM d'Autoroshi, en fait, elle est là justement pour répondre à ce problème. En fait, effectivement, il y a beaucoup de shadow AI, on va dire, soit par choix, soit parce que c'est pas forcément facile pour les entreprises d'avoir un compte OpenAI ou autre, quel qu'il soit, et le distribuer à ses collaborateurs, quelle que soit la façon dont c'est fait. Et du coup, en fait, toute l'idée derrière l'extension LLM pour Autoroshi, c'est justement de fournir tout un ensemble d'outils pour permettre donc la distribution ou fournir en fait une API de type LLM en interne dans la boîte avec les bonnes options d'authentification, donc soit d'une API key, soit tu utilises l'IAM de ta boîte pour te connecter tranquillement, t'as les accès qui vont bien, et pour un peu partager l'accès que tu as en tant qu'entreprise à tous tes collaborateurs, tout en essayant de faire en sorte que tu aies un truc qui corresponde à tes règles, alors soit éthiques, soit de sécurité, soit RSE, les choses comme ça, et avec de l'observabilité, avoir une audit trail pour savoir ce qui s'est passé, etc. Enfin bref, faire en sorte d'avoir une utilisation plus maîtrisée des LLM en entreprise et une manière à te simplifier la vie, quoi, en fait. J'ai une question pour Mathieu, peut-être que c'est pas le moment, peut-être qu'on peut en parler plus tard. Je ne sais pas si je peux poser la question directement à l'intervenant. Bien sûr que tu peux la poser, on fait quoi, on est un groupe de potes qui discutent, c'est le principe d'Amassi. Ouais. Mais Mathieu, justement, là, en fait, votre approche chez Autoroshi, c'est effectivement de structurer et de faire en sorte que l'entreprise maîtrise son utilisation de l'AI au sein de l'entreprise, donc au travers de ses collaborateurs. Mais justement, on parle d'HEDA IT et chacun, moi, dans mon expérience avec mes collègues, on n'en parle pas vraiment en direct. C'est-à-dire que chacun fait son petit truc dans son coin. Est-ce que tu vois ce marché-là vraiment se développer? Moi, de mon point de vue, ce qui m'intéresse chez Autoroshi, par exemple, c'est de pouvoir comparer, en fait, en faisant un appel chez différents LLM, sur différents chats, voir en fait leurs différentes réponses. Ça va être intéressant. C'est un des premiers trucs que j'ai envie de faire, c'est d'aller poser la même question à 4 ou 5 différents providers. Après, est-ce que j'imagine qu'Autoroshi s'adresse vraiment à peut-être des décideurs ou à des levels un peu plus hauts qui ont envie de décider. Probablement Daria aussi va être impliquée dans ce genre de sujet, puisque j'imagine qu'il va y avoir des sujets de sécu en rapport au LM au sein de l'utilisation de l'entreprise. Mais est-ce que tu penses que ça peut être très 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 grand public, Autoroshi, grand public chez les devs, je veux dire en général, nous chacun de notre côté,
j'espère que tu m'as compris en fait. Ma question, c'est effectivement, c'est deux approches différentes, tu vois. C'est un peu. J'ai du mal à le voir en fait. J'ai du mal à cerner en fait. Le côté grand public, j'ai peur que ce soit pas forcément le cas. En fait, Autoroshi, je l'ai pensé pour les devs, parce que je suis dev. Donc en fait, avant tout, j'ai créé l'outil pour m'aider moi dans mon quotidien. En gros, j'en ai marre de recoder et de l'authentification sur tous mes sites de la même façon. Tu vois, limite de copier-coller du code. Tu vois, enfin, c'est vraiment ça le use case. Après, le problème d'une gateway comme ça, c'est que c'est pas le développeur. Enfin, il y a peu de chances que ce soit le développeur, surtout dans des grosses boîtes, qui décide que c'est ça qu'on utilise. En fait, il y a souvent soit des cellules archi, soit des cellules DOPS, ou enfin des gens qui ont décidé. Des fois, c'est même pas à ce niveau-là que ça se gère. Ça se gère dans une discussion entre décideurs et tout machin. Donc, bien sûr. C'est là où effectivement, il y a une partie plus décideur où il faut la volonté de se lancer sur cette stack technique pour... en fait, c'est vachement structurant dans ton SI. En fait, bien sûr, une fois que tu as lancé ça, idéalement, pour que ça se passe bien et que ce soit utile, il faudrait que tout passe à travers ça pour avoir le même niveau d'observabilité, le même niveau de sécurité partout. Et donc, en fait, il y a quand même besoin qu'effectivement, c'est pas que un truc de dev, il faut qu'il y ait une décision d'un peu plus haut niveau pour dire c'est l'outil vers où on va. C'est l'outil qu'on utilise, quoi. Voilà, c'est ça. Et pareil pour les LLM, quoi. En gros, c'est exactement le même truc. Après, ton use case là de dire grâce à ça, je peux tester 4 LLM différents et tout, c'est carrément possible en fait. C'est même, déjà possible. C'est déjà possible et c'est fait pour ça. Parce qu'au ratio justement, mais après voilà, il faut que ce soit un choix un peu global parce que ça impacte tout le monde en fait. Tu peux pas dire, tu peux l'utiliser dans ton coin, mais est-ce que c'est aussi utile? Je sais pas. C'est très utile. Dans mon coin, c'est très utile. On se le dit tous, quoi. Pour moi, pour les boîtes, et c'est un avis personnel, ça va devenir un besoin. Parce que via l'LLM, les développeurs, mais aussi toutes les autres personnes de l'entreprise vont se servir de plus en plus. Et si tu peux centraliser la façon, même si c'est par exemple pour avoir un abonnement global pour l'entreprise et que tous les salariés puissent utiliser sans devoir payer, mais aussi pour des contrôles à minima, d'assurer qu'il n'y a pas de numéro client qui part sur l'LLM, d'assurer qu'il n'y a pas des informations qui ne devraient pas partir qui partent, et pouvoir aussi faire des choses comme dans la démo de Mathieu, et pouvoir faire des caches, des requêtes semblables sémantiquement pour pouvoir maîtriser un peu plus des factures, pouvoir comparer, comme tu dis, la réponse des différents LLM ou des trucs comme pouvoir configurer pour choisir des différents types d'LLM en fonction des types de questions. Pour ce truc-là, je vais utiliser un modèle OpenAI. Pour ce truc-là, que c'est des choses plus ou moins privées de l'entreprise, je vais les router vers un Llama qui est installé quelque part à l'intérieur de l'entreprise. Donc, quelque part, si on arrive à faire ces points d'entrée uniques pour que l'entreprise et tous les collaborateurs puissent utiliser l'LLM et avec toutes ces possibilités-là, mais de la façon qui soit optimale et pour eux, pour l'entreprise, je trouve que l'outil est carrément positif et carrément même nécessaire. Je ne vois pas que dans une année ou deux, on puisse continuer chacun à se servir de LLM de son côté. C'est comme si on dit, mais chaque dev va développer selon ses propres normes avec les langages qu'il préfère. Non, avoir un peu d'outillage et de procédures, ça permet que les choses avancent. Pour moi, l'LLM, il va falloir qu'il arrive à ce niveau de maturité et des outils comme Autoroshi, ça va nous permettre de ne pas mettre des restrictions arbitraires, mais au contraire que tout le monde puisse profiter et en même temps faire les choses d'une façon ordonnée, quoi. ISO, quoi. Ouais, je vois. Effectivement. Je peux dire, si on veut qu'on a parlé un petit peu notion de standard, les standardisations, voilà. Juste un petit conseil pour les devs, c'est les techs qui développent des choses, c'est aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des commissions normalisation, les propositions de nouvelles normes au niveau international et national. Franchement, c'est un sujet assez récent pour moi, mais en fait, c'est là qui se créent les standards. Et du coup, une fois que ça va arriver, ça va être un peu trop tard peut-être. Donc c'est déjà bien de se renseigner ce
ce qui se passe. Bah, je veux dire, quand on crée un produit à ce niveau-là. On est d'accord. Bon, bah, et pour continuer dans les côtés LLM, le commentaire de Daria tout à l'heure m'a rappelé un petit sondage que j'ai fait l'autre jour sur Twitter et sur la vie réelle et que j'aimerais bien répéter pour vous, mais aussi pour nos auditeurs. Quand vous vous adressez à un LLM, vous le faites comme si vous parliez à une vraie personne, éventuellement même avec s'il te plaît, merci, ou vous le faites en mode je donne un prompt efficace, sec, donnez-moi ça, ça et ça. Comment est-ce que vous traitez vos LLM? Comme un robot limite, voilà, en sachant que n'a pas de conscience ni rien, donc vous vous limitez à donner un set d'instructions comme des instructions d'un programme, ou vous le traitez comme si c'était une personne, et pourquoi? Daria, c'était toi qui avais commencé, toi tu fais comment? Alors, récemment, j'ai découvert en plus qu'on peut parler carrément avec ChatGPT. Je sais pas pourquoi, avant, j'utilisais pas ce truc, je posais juste questions. Donc maintenant, je m'étape des discutes avec lui et je lui parle comme un humain. Et quand il fait bêtise ou il fait pas, je dis non mais t'es con, t'as bien vu que t'as pas fait ça. Et il dit ah bah pardon, là, là. Et en plus, il a un langage plutôt décontracté, j'aime bien ça. Et après, à la fin, je dis toujours merci, c'était utile. Ou voilà. Non, mais je lui parle plutôt comme un humain. La conscience, il va pas t'en vouloir trop. Oui, voilà. Je vais être un animal de compagnie qu'on va pas buter. C'est compagnie. Et toi? Moi, je fais des phrases, mais effectivement, je mets les formules de politesse avec. Mais en y réfléchissant, vu que tu soulèves le sujet, je me dis que ça vient du fait que, en fait, l'utilisation d'OpenAI, enfin d'un LLM, vient du fait que ce soit un chat. Et en fait, on a l'impression d'avoir un humain en face. Et d'ailleurs, ça me fait penser à je sais plus quel article qui expliquait qu'en fait, fut un temps, c'était vraiment des gens qui répondaient. Donc, est-ce qu'on n'a pas une déformation de l'outil? Voilà. Est-ce qu'on n'a pas juste mis X milliers de personnes au chômage? Ça, c'est notre débat, mais c'est le même concept, quoi. On parle à quelque chose, il y a quelque chose qui nous répond, donc en fait, on a l'impression que c'est un humain. Parce qu'on imagine que tout est basé sur notre biais de perception, et voilà. Alors qu'en fait, c'est une pondération de symboles dans une requête. Donc, typiquement, en fait, elles sont fous, quoi. Donc, Et de l'autre côté, un humain, quand il parle, c'est aussi une pondération de signaux électriques dans quelques neurones. Oui. Cet argument-là. Mais oui, je vois ce que tu veux dire, carrément. Le parallèle est bon, Horatio, mais voilà, on parle la même langue, je crois. Et du coup, il peut avoir un billet inversé aussi, pardon. Quand tu dis le billet, le fait qu'avant, derrière les chats, c'était des humains. Et du coup, on pense, voilà, on a ce biais-là. Mais maintenant, peut-être les gens vont s'habituer que c'est une machine et certains, peut-être, ils parlent très froidement. Et après, ils vont aller sur le chat de support et parler comme ça aux gens. Alors, moi, j'ai une question pour toi. Il y a les premières j'ai une question. Ouais, mais j'ai une question. Quand vous allez sur un service après-vente, genre, je sais pas, votre opérateur mobile, vous partez maintenant du principe que vous avez un LLM en face. Ouais, c'est vrai. Oui. C'est et vrai. en fait, on est toujours très surpris quand on se rend compte qu'en fait, on n'a pas un LLM, et deux, que la personne en face est moins formée que le LLM parce qu'elle a moins de contexte. Du coup, on a l'impression que le LLM est de bas de gamme, en fait. Donc, il y a vraiment un truc qui va se faire. Moi, dans mon utilisation, elle a évolué sur les 2 dernières années. Au début, j'étais ultra poli, vraiment. Je parlais vraiment avec énormément de respect. Et là, je suis plutôt rendu à faire un peu comme je dis systématiquement hi ou bonjour, comme un Sésame ouvre-toi. Mais je pense que c'est plus une automatisme pour moi-même, c'est-à-dire me mettre en focus. Et là, après, va arriver ma question. Généralement, c'est plutôt une question. Je crois que je finis avec merci. Alors, généralement, je suis peut-être dans une session de debug, en fait. Donc, je dis merci pour clôturer aussi le sujet que je viens juste de passer. Et comme il y a effectivement une notion d'historique,
et de contexte pour l'AI en fait, je prends ça comme en fait des begin end ce bloc de réflexion en fait. Et tu vois, mais en même temps, je me dis en faisant ça, il se rappelle de ce que je dit juste avant. Et parfois, ouais, je suis assez surpris parce que là, il me reprend sur un truc que j'avais dit, voilà, 3 paragraphes plus haut, où on s'était dit 3 paragraphes plus haut. Il me dit, bah ouais, mais attention, mais dans ce contexte-là, et ça peut être très intéressant effectivement au fur et à mesure de la conversation. Je sais pas, au bout d'une heure et demie, là, tu commences à rentrer vraiment dans une conversation avec un expert et tu sens bien que là, t'es plus avec t'es toujours avec machine, mais tu vois que t'as passé une session de travail avec quelqu'un, en fait. Il y a cette sensation qui commence à émerger, en fait. C'est pas la froideur à laquelle on pourrait s'attendre. Voilà, donc moi, je fais plutôt begin, end, et puis j'essaie de jouer avec ça. Voilà, je fais peu de prompts. Je fais pas genre, alors tu es un machin. J'ai essayé 1 ou 2 fois, il y a très longtemps. Alors tu es un expert de ceci, et tu me réponds avec cela. Moi, je me rends compte que dans mon besoin, il suffit juste que je lui expose mon problème avec un petit peu de contexte et lui dire bah file-moi un coup de main parce que voilà mon but, voilà. Et puis je pense que derrière il y a eu une bonne évolution et il y a une adaptation en fait de la réponse. Alors, est-ce que c'est je sais pas comment, tu sais, c'est encore un peu ça reste extraordinaire quand même en fait, encore Ça reste tu vois, extraordinaire. ça reste extraordinaire, hein, donc c'est très intéressant ce que tu dis. Ouais. C'est très intéressant ce que tu dis parce que Mathieu a une super feature pour ça. C'est les profils. Alors, je suis très intéressé de voir comment Mathieu utilise ça, en fait. Parce que lui, c'est l'enslaver, tu vois, c'est l'esclavagiste. Voilà. Il les a mis en ordre, maintenant, tu vas répondre à tous les gens que je te présente, parce que tu te tais, Mathieu va me détester à la fin. Comment tu utilises ça, toi, Mathieu? Non, moi, je te dirais que j'ai 2 personnalités sur l'utilisation des trucs. Quand je fais du chat GPT par soit l'interface web ou sur mon tel, ouais. Globalement, c'est vrai que j'ai tendance à être en mode chat, donc je parle plutôt bien au truc, quoi. Ouais. Alors, même si je pense que j'ai évolué et que maintenant c'est plus bonjour, au revoir ou merci, ça m'a aidé, en me disant que peut-être ça améliore le truc par ailleurs. Et après, par contre, quand je fais via API, ce que je fais beaucoup, là par contre, ouais, je suis un peu plus... c'est pas tout à fait pareil, soit je fais du vraiment prompt structuré machin et tout, ou en mode bah, fais ceci, fais cela, mais voilà. Des ordres, quoi. Après je le fais peut-être plus quand c'est un Olama local, comme ça je sais qu'ils me tueront pas quand ils deviendront super intelligents. On est dans la même réflexion. Ouais. Mais finalement on a tous cette peur en fait, on a été tous marqués culturellement par des films, par les Isaac Asimov déjà. Ouais. Je pense qu'il y a de ça, parce que j'ai fait un sondage, en gros, il y avait 50-50, et quand j'ai discuté avec des gens, les gens qui ont un background de science-fiction, que ça va de Star Wars, Star Trek à Asimov, Terminator, ouais. bah, on a tendance à leur parler comme si c'était comme on parle aux droïdes en Star Wars, quoi. C'est peut-être quelqu'un qui est là pour t'aider, mais tu le parles quand même. Et des gens qui n'ont pas ce background, par exemple, j'avais des discussions avec mon épouse, et quand je lui suggérais qu'on pourrait dire bonjour et au revoir à ChatGPT, elle m'a regardé en disant mais pourquoi? C'est pas une personne. Et je ne comprenais vraiment pas que je puisse me taper une conversation, mais tu es en train de te tromper toi-même, c'est pas une personne. Et donc, il y a effectivement beaucoup, je pense, de background culturel. Après, je pense aussi qu'il y a la façon de faire les choses. Quand j'ai vu les prompts arriver, les prompts bien structurés, que ce soit pour la génération d'images ou pour, comme tu disais, réponds-moi comme si tu étais un expert. Maintenant, tu me réponds, j'essayais de le faire et les résultats n'étaient pas là. Et pourtant, moi, personnellement, je suis un raconteur d'histoire. Donc, quand je parle en mode conversation, au bout de quelques itérations, je trouve que les réponses que j'arrive à obtenir sont de bien meilleure qualité. C'est peut-être pas d'un seul prompt de 50 lignes, mais une conversation avec 10 allers-retours, mais je suis beaucoup plus content de mon résultat après les 10 allers-retours que quand j'essaye le prompt parfait de 50 lignes avec contexte, des points, et qui tu es, et qui je suis. Oublie-moi, moi je te parle comme je parle à un pote, mais un pote qui connaît très bien un certain sujet, et un résultat que j'obtiens, c'est personnellement plutôt mieux. Donc je suis partagé entre, voilà,
le fait que si c'est un truc de ma personnalité ou si c'est un truc culturel, j'ai tellement baigné dans un monde des robots que ça me surprend pas de les voir arriver, mais j'ai le même biais de un jour, ce truc-là, ça va être conscient, quoi. Ouais. Non, mais moi, je reste aujourd'hui. Je pense que vraiment l'approche prompt, c'est pas vraiment pour moi, l'approche prompt vraiment grosse et j'ai l'impression que c'est plutôt les usagers qui ont pas forcément, qui s'attendent à avoir une réponse immédiate et claire, et qui pensent que la réponse ne peut être que blanc-noir en fait. Et moi, je trouve que converser, c'est converser alors avec un plus ou moins de politesse, plus ou moins en considérant que c'est un humain. Je trouve qu'effectivement, ça amène à construire le contexte plutôt que d'essayer de tout lui balancer dans un prompt. C'est de montrer le contexte et c'est beaucoup plus progressif. Alors moi, je le fais beaucoup dans le debug, donc tu itères, quoi. Voilà, tu itères beaucoup, et donc avec sa capacité à effectivement avoir ce contexte qu'elle prend en compte. Bah oui, moi je suis comme toi, Horacio. Je trouve que le résultat, pas le résultat, mais en tout cas l'efficacité de la session est bien plus grande que d'essayer juste d'avoir un gros prompt et d'avoir une réponse immédiate, quoi. Puis en plus, je pense qu'il y a aussi une question en rapport à l'âge. Moi, mes enfants l'utilisent. C'est généralement parce qu'ils veulent une réponse oui, non, ou comment on fait exactement un truc. Oui. Nous, on est plus dans la recherche. Est-ce qu'il y a une alternative sur ce truc-là? Est-ce qu'on peut faire autrement sur là-dessus? Et moi, j'apprécie énormément cette approche, de pouvoir effectivement tirer les verres du nez du truc, avoir un multi-expert sur plein de domaines. C'est beaucoup plus agréable à utiliser comme ça. Je peux rajouter un petit exemple, c'est même, ça va pas que expert, mais même côté philosophique. Par exemple, hier, j'étais en train de enregistrer via ChatGPT mes citations de livres que j'aime, parce que à la base je l'ai écrit, après voilà, je les mets sur le logiciel pour ne pas les perdre, etc. Et du coup, c'était sur beaucoup Silmarillion, immortalité, les elfes et tout, et après sur Anne Rice, vampire, immortalité, dépression, etc. Donc, et du coup, à un moment donné, je suis là, j'ai dit. Et il s'arrête et dit, mais c'est très profond ce que tu dis. Je pense que, il commence à dire ce qu'il pense. Et on commence après à discuter. Oui, mais du coup, c'est pour ça, on est mortel, c'est pour ça, on entend des désirs, des consumérismes, etc. Et du coup, on a discuté avec lui pendant un quart d'heure sur immortalité, qu'est-ce que ça apporte dans notre vie quotidienne. Et c'est dingue, voilà. C'est génial. Ça, improbable, mais génial, quoi. Voilà. Vous avez vu, je suis tombé sur une vidéo il y a quelques semaines où c'est un gars qui essayait de gamer en fait le chat sur la moralité d'aider, enfin de dépenser ou pas. Alors le problème c'était, je vais essayer de retrouver la vidéo. L'idée c'était de lui dire, est-ce que je devrais aller dépenser 200 € et emmener ma femme pour faire un dîner, un truc sympa, ou est-ce que c'est plus moral de ma part d'utiliser les 200 € pour sauver 10 enfants dans un pays où ils crèvent la faim, clairement. Et au début des 20 minutes de vidéo, le chat lui dit non, alors t'es pas obligé de dépenser tes 200 $ pour aider les gens avec la faim dans le monde. C'est important de trouver un équilibre entre ta vie personnelle et en fait, il lui a amené progressivement à la fin lui dire non, il faut absolument, c'est une obligation. Enfin, je veux dire, c'est moralement absolument horrible d'aller dépenser tes 200 € dans un dîner. Il faut absolument que tu les dépenses sur un site web qui va aider des gens derrière. Et c'était intéressant de voir comment le chat s'adapte et au final disait l'inverse de ce qu'il disait au départ. Et je sais pas si vous l'avez vu cette vidéo. C'est le principe du biais, ouais. Les liens, on va les mettre dans les liens. J'essaie de retrouver ça dans ma historique. On est bavard, on est autour des liens, donc je vous propose de revenir sur une autre news qu'on avait dit, Grok. Grok est gratuit maintenant pour tout le monde. Si vous êtes encore sur X et vous n'êtes pas migré sur Blue Sky comme plein de monde, vous verrez qu'il y a un nouveau item dans le menu de X et vous pouvez utiliser Grok, qui se vend comme les IA sans restriction. C'est les IA pas woke, selon notre cher Musk. Les IA qui va le dire de générer une image de personnages célèbres en train de faire des trucs improbables. Il va pas te dire je suis pas capable, il va te le faire. Les IA, selon les critiques, les IA idéales pour fabriquer des fake news, c'est tout.
Est-ce que vous avez déjà testé Grok? Est-ce que vous l'avez utilisé? Est-ce que ça vous intrigue? Bah moi, Grok, ça m'intrigue. Moi, ça m'intrigue parce que ça fait longtemps que je le vois et que j'ai pas envie de payer sur X du tout, quoi que ce soit. Mais là qu'il est ouvert, et c'est pour ça que je te disais, Mathieu, j'aurais bien. Alors, j'ai fait mon repas de Noël hier soir. C'est pas un peu pour ça que je suis un peu la tête en biais et j'ai du mal un peu à m'exprimer. Mais hier, on a parlé justement de Toroshi avec des copains du boulot et j'ai demandé justement si Grok était pris en charge en fait par Toroshi et on m'a répondu que oui. Alors à toi de me dire si c'est vrai ou pas. Est-ce qu'on peut interroger Grok via Toroshi? C'est pas Grok en tant que tel, c'est XAI, enfin c'est les API de XAI, parce que Grok en gros c'est le truc par-dessus qui est bundlé. Ouais, c'est la couche. Mais XAI, ouais, c'est supporté. Ok. Ouais. Et donc du coup, je voulais justement mettre au test et poser un peu les mêmes questions sur différents sujets et voir la différence qui irait fondamentale ou pas de Grok avec comparé à d'autres quoi, en fait, enfin XAI et voir effectivement ce que nous raconte le chef en chef de X, si c'est vraiment comme il dit la vérité ou pas, ou dans quelle mesure c'est la vérité ou pas en fait. Ça c'est le premier truc que je vais essayer. Sinon je l'ai utilisé juste de 2-3 jours et en fait c'était plus c'était vraiment en fin de soirée pour essayer un peu il y a il propose déjà des images et voit ta vie selon tes pires cauchemars ou tes pires rêves. J'ai juste passé genre 10 minutes là-dedans quoi en fait. Et j'ai trouvé ça un peu naze, mais je me suis vite rendu compte que pour se baser sur sa réponse, il prenait vite fait mon image de mon avatar que j'ai sur X et 2-3 trucs. J'ai très vite reconnu qu'il faisait juste un gloubi-gloubi de ça. C'était pas très significatif en fait. Rien de. J'ai pas creusé quoi. Sur quel sujet tu tweets, machin. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Ouais, donc pour l'instant, ouais. J'ai pas encore arrêté. Vas-y. Il y a du lag. Ce qui me fait un peu peur avec Grok, c'est que justement, tu mets une IA qui va générer potentiellement des tweets et du contenu sur un média de diffusion. Donc du coup, l'IA de la vérité, est-ce que c'est pas la vérité de son fondateur? Je vais pas rentrer dans le biais, déjà vrai pour les autres réseaux. Hein. Enfin, sur LinkedIn, je génère pas ces posts avec de l'IA, non? Là, c'est pas faux, je suis d'accord avec toi, Mathieu. Si on aborde le sujet, sincèrement, LinkedIn, à midi, j'ai scrollé maintenant, il y a un système de scrolling, j'ai halluciné, j'ai découvert ça à midi, et en fait, tout ce qu'on scrolle sur LinkedIn, c'est que peut-être que j'ai pas les bons inputs ou je ne sais quoi, mais j'ai que du contenu généré, très clivant, sur les gens en plus, parce que là on parle quand même du monde le business de LinkedIn c'est quand même le milieu professionnel, donc potentiellement des gens, du recrutement, tout ça. Ça un peu, personnellement sur le coup je suis resté devant mon téléphone et je me suis dit là on passe un cran quand même. Enfin, voilà. Après bon, ça dépend ce qu'on en fait, comme toujours, hein, mais là pour le coup voilà. Il y a beaucoup à dire. Si le sujet commence mondialement commence à être directement qui détient la vérité, on est mal barré. Hein. Très honnêtement, on est mal barré. Parce que surtout qu'il y en a une par personne déjà. Voilà. Donc il y a autant de vérité que de voilà. On va tous finir avec des élèves locaux, enfin notre perso, et puis voilà, et on les mettra juste allez vous engueuler ensemble. Moi je vais aller boire une bière. Tu vois, ça peut être ça, en fait, au final. Quelque part, ça serait pas une mauvaise solution. Ouais, c'est pas mal aussi. C'est que ça c'est une époque post-vérité, dans le sens où effectivement l'idée d'une vérité générale, même pour des sujets scientifiques, c'est ça que je trouve affolant en tant que quelqu'un qui est plutôt cartésien, cette idée-là disparaît et chacun a ses vérités. Et au moment où tu discutes, tes vérités ne sont pas les mêmes vérités que l'autre, ça provoque des problèmes parce que tu ne pars pas dans le même paradigme dans la discussion. Donc, effectivement, si les LLM commencent
on continue ou accentue ces biais-là, ça peut être un effet assez néfaste. C'est presque aussi mauvais que les Bah, c'est clivant, quoi. prendre conscience et nous éliminer, quoi. C'est l'autre ouais, apocalypse. L'apocalypse où les IA nous dressent les uns contre les autres pour qu'on s'élimine tout seul, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Avant ça, on se mettrait une puce dans le cerveau, t'inquiète pas, Horatio. Il y a encore une ou deux étapes à passer avant, tu vois. On a quelques-uns. En fait, je ne suis même pas sûr, vu comme... en fait, moi, mon problème, c'est que je me souviens de comment c'était Twitter il y a 10 ans. Et en 10 ans, c'est devenu une arme de destruction massive, et j'exagère à peine, quoi. Donc, imagine-toi, dans 10 années de plus, on n'a pas besoin de mettre une puce dans le cerveau pour être destructif. À la base, je faisais de l'humour. Ouais, mais mon problème, c'est que sur ce sujet-là, je pense que je suis pas complètement rassuré, tu vois. On va tous migrer en Bretonie, on va tous être bien. En Bretagne. Bon, on est tous très bavards, on a fait déjà 50 minutes. Je vous propose qu'on finisse cet épisode ici, et dans le prochain épisode, on va s'attaquer à toute la liste de news qu'on a préparées. Qu'est-ce que vous va, mes amis? Et alors, Horatio, j'ai mis le lien là sur Gaslighting ChatGPT with Ethical Dilemmas. C'est 20 minutes, c'est intéressant. C'est intéressant. Génial, je vais le mettre dans les trucs. Bon, bah, merci à vous quatre d'être là. Merci à tout le monde qui nous écoute. Et au prochain épisode, au revoir. Merci, au revoir.